ça a été cultivé pendant 30 ou 40 ans en fait, avec la mécanisation à outrance, sans animaux, sans couverture, en sortant les pailles, enfin, etc. En fait. Si vous regardez ce qui se passe autour de vous, le paysage, c'est que des bosses nues en fait, et donc très soumises à l'érosion. Surtout avec des taux de matière organique si faibles en fait, qui ne tiennent absolument plus les sols. À la moindre goutte, tout s'en va. Le haut des coteaux se dégarnit puisqu'en fait la terre descend comme ça et se retrouve progressivement dans la vallée, dans le bas de pente en fait. Et dans tous ces hauts de coteaux, il n'y a plus de sol. Donc qui dit plus de sol, eh bien, dit plus rien qui pousse, ça fait plus de céréales, etc. Donc économiquement zéro. Et en plus, perte du capital sol, perte de notre outil de production en fait, qui est le sol. Donc là, effectivement, ça m'a vraiment secoué et c'est à partir de là que j'ai essayé de mettre en œuvre quelques mesures en fait, pour réduire au maximum cette érosion du sol. Et puis après l'agroforesterie qui est arrivée à partir de 2006 en fait, pour justement essayer de contrecarrer ça, et on le voit très bien dans cette parcelle. Des lignes d'agroforesterie qui suivent plus ou moins les courbes de niveau pour justement essayer d'arrêter cette terre-là. Ça marche très bien en fait sur la partie hydrique, il n'y a plus jamais je n'ai d'érosion hydrique en fait. C'est-à-dire suite à un orage, parce que les sols sont couverts, c'est-à-dire qu'il y a toujours une plante qui pousse, été comme hiver, hein, donc c'est beaucoup plus difficile pour arracher des particules de sol quand il y a une plante dessus. Et en réduisant aussi le travail du sol, pas au maximum, je pense qu'on peut faire mieux, mais aujourd'hui j'en suis là. Aujourd'hui, je me concentre vraiment sur comment augmenter cette fertilité des sols. Et donc l'animal, en fait, arrive ici un petit peu comme, je pense, un élément clé ou quelque chose qui peut faire basculer le système vraiment très fort. Ça, j'en suis convaincu depuis très longtemps. Le problème, comment remettre des animaux sur une ferme quand on est céréalier. Et là, l'idée, c'est d'installer quelqu'un, en fait, un berger sans terre. Et j'ai dit, banco, on essaie. En fait, on trouve quelqu'un, en fait, on essaie de l'installer. Et là, l'idée, c'est rensemencer les sols, en fait, par ces échanges bactériens, en fait, de la panse du ruminant à la plante et essayer de recharger ça. Suite à un orage très violent, gros problème d'érosion, donc remise en question de notre système. La question c'était de savoir si on continuait comme ça ou si on voulait garder notre sol, c'est-à-dire notre avenir. On a commencé à travailler, rechercher, on a mis beaucoup de temps, parce qu'à l'époque, il y avait peu de gens qui travaillaient sur le sujet. Et finalement, il est clair que si tu veux pas d'érosion, il faut que ton sol soit couvert. Donc c'est pour ça qu'on est arrivé au semi-direct, sous couvert. On ne travaille même plus le sol, on ne fait que semer. Et ça ne marche que si on a des couverts, c'est-à-dire que si les plantes font le travail mécanique à la place des outils de ferraille. Et dans les années 2005, on a fait 2 gros changements. On est arrivé semi-direct sous couvert et commencé à travailler l'herbe. J'étais arrivé à un point où je n'avais ras-le-bol, ouais, on peut le dire comme ça, ras-le-bol d'avoir une ordonnance des techniciens qui venaient. Tu fais ça, ça et ça, je ne supportais plus ça. On n'avait pas de connaissances, finalement, c'était une application bête et méchante de ce qu'on nous disait. Et c'est vrai que via le semi-direct, via les couvertures de sol, on réapprend des techniques, on fait beaucoup plus attention à notre sol. Ce n'est pas simplement un support, c'est quelque chose de vivant, qu'on regarde, on prend la bêche, on voit s'il y a des vers, on connaît un peu plus l'effet racinaire des plantes. Parce qu'avant, on connaissait les grains des plantes. On connaissait les feuilles des plantes pour l'ensilage, entre autres. Par exemple, on a la chicorée, en dehors du fait qu'elle soit très appétante pour les vaches, a une puissance racinaire extraordinaire. Ça nous décompacte les sols. Sur une racine de chicorée, tu as au moins 10 vers de terre qui vivent autour. Il y a la féverole qui amène de l'azote. Il y a les trèfles qui amènent de l'azote. Il y a les graminées qui sont un peu là pour faire l'effet S rotatif, parce que les racines sont superficielles, elles rendent la terre très très meuble. Voilà, c'est des choses qu'on apprend parce que par expérience. Donc pour trouver les variétés adéquates, les espèces qui marchaient bien, tout ça a été relativement compliqué. Dernier point sur lequel maintenant on travaille, on replante des arbres. Donc
Sur les 2 dernières années, on a fait 1,5 km. On a un projet sur quasiment 10 ans de refaire à peu près entre 800 et 1 km de haies par an. Alors c'est pareil, tout ça prendra du temps, mais on a de bons espoirs et finalement on avance bien, quoi. Alors l'intérêt de remettre des arbres, c'est avant tout le confort des vaches et le côté esthétique pour nous. Après, il y a d'autres intérêts qu'on a plus de mal à quantifier. C'est qu'on voit bien que suivant les périodes de l'année, les génisses ou les vaches mangent certaines espèces. Donc il est sûr qu'à un moment donné, les arbres leur apportent quelque chose. Alors, les oligos, des vitamines, je ne suis pas expert là-dessus et je ne sais pas dire, mais il est sûr que ça apporte un petit plus pour les animaux. Aujourd'hui, bon, on n'a toujours pas la prairie parfaite et on n'a toujours pas la haie parfaite non plus. On sait à peu près où on va, mais tous les ans, on change un peu. La plantation de haies, c'est pas la même, et la prairie qu'on sème, pour le moment, elles sont tous les ans différentes aussi. Et cette année, on est parti plus sur peuplier, mûrier blanc. Alors, pourquoi le peuplier? C'est parce que ça pousse très vite et qu'on espère qu'ils vont vite faire de l'ombre. En plus, on espère pouvoir les valoriser en partie en copeaux pour la litière. Et les mûriers blancs, c'est pour mettre entre les peupliers, pour pas qu'il y ait des gros trous. Et a priori, c'est très appétant et les vaches vont les manger. C'est un arbre pâturable, on va dire, quoi. Maintenant qu'on est tout en herbe, c'est tout le temps joli. Peu importe la saison, peu importe le mois, c'est toujours vert. Donc rien que ça, c'est vrai que le matin en arrivant, tu te dis waouh, enfin, c'est joli. On est content de faire ce qu'on fait. Est-ce qu'on ferait du lait si on ne le faisait pas comme ça? Non, c'est clair et net que non. Parce que il y a la contrainte journalière de la traite, mais c'est plaisant. Et ce qui nous plaît, c'est vraiment voir les vaches à l'herbe et échanger les vaches tous les jours. C'est pas du tout contraignant. S'il fallait démarrer un tracteur pour pailler, dessiler, ça, enfin, là, ça serait vraiment pas plaisant, quoi. C'est pas quelque chose qui nous attire, quoi. Moi, moins je fais de tracteur, mieux je me porte. Le système dans lequel on était il y a 20 ans, il a marché jusque-là. Pour beaucoup, les laitiers ont gagné leur vie, voire ont très bien gagné leur vie grâce à ça. Et aujourd'hui, c'est difficile de remettre en question, en fait, tout ce qu'ils ont. Les laitiers qui arrivent en fin de carrière, en fait, ils ont fait toute leur carrière dans le système conventionnel, si on peut dire. Et c'est plus compliqué de se remettre en question. Au niveau du carbone, on est positif, ça, on y tient, hein, c'est-à-dire qu'on piège plus de gaz à effet de serre qu'on en relâche, quoi, avec notre ferme. Donc pour nous, ça, c'est une grosse satisfaction. Et on est persuadé qu'en continuant ce qu'on fait et en le développant, ça sera encore mieux, quoi. On est venu avec l'arbre répondre à toutes nos problématiques qu'on rencontrait en fait. On a eu un gros problème d'érosion, donc on s'est dit oulala, il y a l'eau qui dévale sur la ferme, c'est pas normal. Qu'est-ce qu'on fait? Tiens, on va mettre une haie en plein milieu de la pente, histoire de casser en fait la vitesse de la pente. Ah bah il y en a plein qui trouvent ça complètement barré de mettre des arbres au milieu des champs. Moi, j'ai pas forcément la réponse à cette grande question. Moi, je le fais parce que j'ai l'intuition que ça sert à quelque chose, qu'on va pouvoir apporter de la fertilité, qu'on va pouvoir apporter de l'ombre, parce que je pense qu'on a besoin par moment, apporter surtout un hébergement pour la biodiversité. Donc moi, c'est pour ça que j'ai planté tout ça. Même si j'ai pas encore ni le recul, ni la connaissance, ni de ce que ça va... Quelle en sera la conséquence dans 10, 20 ou 30 ans? Quand on me demandait alors votre agroforesterie, d'abord pour moi l'agroforesterie c'est pas que un arbre intraparcellaire, c'est toute une conduite en fait. Et j'en ai pas encore suffisamment le recul, et en tout cas pas le recul scientifique, mais ce dont je suis persuadé, c'est qu'aujourd'hui il se passe quelque chose sur cette ferme en matière de biodiversité, en matière de confort des animaux, en matière de notre confort à nous les hommes. Ici, quand on est arrivé il y a 17 ans, là c'était qu'un seul champ, et à part des poteaux électriques, comme ceux qu'on voit là-bas, on voyait rien. Là en fait on a toujours quelque chose à deviner quelque part. Là on longe une haie qui est assez développée, on voit au loin une cabane, il y a des cochons dedans, on a des lignes d'arbres, derrière cette ligne d'arbres, pouf, il y a de nouveau une haie qui ferme l'espace. On a au loin la mare avec des arbres très développés, voilà, c'est agréable.
comparé à un champ de 20 hectares comme quand on est arrivé, on a là des perspectives en fait, et ça rend le visuel agréable. Ça change la qualité de vie des animaux comme de nous qui sommes ici. Moi je trouve que ça change la qualité de vie. Quand on voit un arbre comme celui qui est derrière moi, il y a 17 ans, il n'y avait rien. Et en 17 ans, là j'ai un poirier franc qu'on a planté qui faisait à peu près 30 cm, 25 cm. Aujourd'hui, il fait 6-7 mètres. Donc il ne faut pas croire qu'il faut attendre des milliers d'années avant d'avoir des arbres qui poussent. C'est faux. Si l'arbre est bien planté au bon endroit, le bon plan, il n'y a pas de problème, ça pousse même sans les arroser. Là, on est en train de rentrer sur le territoire de ce que j'appelle le territoire des volailles, les parcours. Et en fait, là, mine de rien, il y a 10 cabanes. Il doit y avoir à peu près 4000 volailles, là, quand même, réparties en petits lots de 500. Et déjà, là, on ne les voit pas. Et c'était important aussi d'un petit peu... Par exemple, on peut se balader là sans gêner les volailles. Et on verra aussi que les porcs, on a beaucoup travaillé comme ça, on a toujours les zones d'élevage qui sont entourées de haies pour que les autres trafics de la ferme, quels qu'ils soient, en fait, ne viennent pas perturber systématiquement un animal. Pour moi, c'était important d'être dans un espace extrêmement dense en matière d'arbres pour protéger les volailles du soleil, de la pluie, du vent, des prédateurs. Donc ça, c'était quand même le principal objectif. En fait, l'idée, c'est que les volailles sortent des cabanes, des poulaillers, pour qu'elles utilisent l'ensemble de l'espace. L'autre intérêt également des arbres, c'est qu'il y en a beaucoup qui sont porteurs de fruits, de vitamines et de minéraux. Et donc l'intérêt, c'est qu'on a mis aussi des tas d'arbres qui vont faire tomber leurs fruits et que les animaux vont venir commencer à manger. Tous ces coteaux, sans élevage, ils seront voués à l'échec et donc ça passera obligatoirement par l'élevage et l'agroforesterie avec de l'élevage, là c'est quand même encore, ça améliore encore. Surtout les moutons, peut-être encore plus que les vaches, parce qu'ils ne supportent pas la chaleur. Vous voyez jamais des moutons en plein soleil la journée. Les moutons l'été, ils rentrent à 9h le matin, ils rentrent dans les bois, et ils ressortent à 4-5h le soir, mais le matin à 8h, à 9h, ils sont dans les bois, tous, 8h même. On commence à en parler quand même, de réintroduire des élevages dans les fermes céréalières. Ça commence, c'est le début. Ça va revenir, mais c'est obligé, c'est obligatoire. Et tous les essais qu'on a fait depuis maintenant 10 ou 15 ans, systématiquement on avait plus de rendement là où le couvert a été mangé par les moutons que là où on l'a broyé. Et plus facile à faire. Alors on ne sait pas toujours exactement à quoi c'est dû. Est-ce que c'est dû à l'effet des moutons? Est-ce que c'est dû au fait que le couvert soit transformé directement par les moutons en excréments? C'est pas facile à savoir. Est-ce que c'est le piétinement? Est-ce que c'est la salive des moutons qui font activer la microbienne? Il y a beaucoup de choses qu'on ne maîtrise pas, quelque part qu'on ne sait pas. Mais le fait est qu'on a plus de rendement si on ne fait pas cager que si on ne fait pas packager. Au départ, on n'avait aucune référence par rapport au couvert, par rapport à toutes ces choses-là, même par rapport au travail du sol. Parce qu'on travaillait un peu, mais pas beaucoup au départ, après plus du tout. Mais le gros bond, ça a été bien. C'est pour ça que c'est les plantes qui feront que les grosses évolutions, c'était la févrole. Et donc c'est bien par les plantes qu'on a pu évoluer très vite, plus vite. Et ça sera encore par les plantes qu'on évoluera, même en bio, pour trouver les bonnes associations, les bonnes rotations et les bons couverts. Et là, c'est là où il faut faire de la recherche. Si on n'a pas de la biodiversité, si on n'a pas de haies, pas d'arbres, on aura du mal, quoi. On sera contraint et forcé à mettre toujours des insecticides, toujours des fongicides. Avant, les vaches laitières étaient 24 heures sur 24 dans le bâtiment, puisqu'elles étaient en zéro pâturage, elles ne sortaient jamais. Donc d'un système toujours enfermé, on est passé à un système plein air. Les vaches laitières Holstein étaient élevées dans un schéma où elles pâturaient pas ou peu. Moi, elles ne pâturaient pas puisque je leur mettais tout à la crèche, à l'auge. Et donc, il a fallu qu'elles apprennent à aller brouter
se servir de leur langue pour préempter l'herbe et la couper. Donc ça, c'est pas simple. Donc je peux pas dire qu'elles ne savent pas brouter, mais c'était pas franchement facile pour elles. C'était un apprentissage pour l'éleveur. Et le fait qu'elles se retrouvent dans un espace plus grand que le bâtiment que l'on a vu en démarrant, ça les perturbe aussi parce qu'elles partent des fois en courant. Enfin, elles ont des comportements bizarres, quoi. Et il faut qu'elles se réapproprient l'espace, le soleil, l'ombre, des bruits qu'elles n'avaient pas dedans. C'est un nouveau apprentissage. Moi, je me place dans un système qui doit être pérenne, non polluant, et avec cette recherche de l'autonomie. Et toujours ne pas faire plus que ce que l'on peut faire naturellement. Les animaux et les prairies, c'est presque une symbiose, ça restructure le sol et ça l'améliore. L'animal, c'est assez étonnant parce que c'est... Il y a quelque chose qui se passe avec l'animal en fait. Déjà, moi effectivement, ça me fait vraiment bizarre de voir des animaux sur la ferme. J'y suis beaucoup plus souvent avec eux, pas assez peut-être, mais beaucoup plus souvent que je le pensais au départ en fait. Donc on a beaucoup à faire, je crois que c'est un type d'agriculture qu'on est en train de découvrir en fait. Et tout est à explorer, et je crois que là on est vraiment au balbutiement d'une agriculture naissante en fait. Et on est vraiment au tout début quoi, ça je suis persuadé. Et du coup, vous voyez ce qu'on voit là en fait, ça va être ridicule je pense par rapport à ce qu'on verra dans 30 ans, j'en suis sûr quoi. Et l'animal par contre je crois vraiment qu'il a toute sa place, la polyculture élevage c'est plus à démontrer, enfin, elle a toute sa place aussi, elle a toute sa vertu. Et sur les sols je pense que ça ne peut aller que du bon côté, quoi. Et donc sur les céréales aussi forcément en fait. Si les sols sont en bonne santé, les cultures aussi quoi. Le projet d'agroforesterie c'est aussi pour le bien-être de mes animaux et je dirais presque en premier lieu c'est pour ça. C'est de trouver des essences qui croissent assez vite pour faire de l'ombre, les protéger aussi un peu du vent et faire un environnement là, de micro-parcelles, qu'elles soient encore plus en sécurité et plus confinées, quoi. J'espère que ça va pousser vite, parce que je suis quelqu'un de pressé. On voit que les graminées, les légumineuses poussent. Dans les bouses, on voit des graminées se développer. Et en fait, on peut se dire que progressivement, on peut refaire du sol grâce à la production graminées légumineuses, au fait qu'elles soient pâturées, réactivées par les déjections des animaux, et on entre dans un cycle d'amélioration des sols et de reprise des sols en fait. Alors ça va durer peut-être 15-20 ans pour faire un sol ici, mais on peut améliorer les choses avec la base de l'élevage. Ça veut dire qu'on peut se dire quand même que l'élevage n'est pas seulement une production qui détériore l'environnement, mais qui peut aussi l'améliorer par la fonction de déjection, de fertilisation qu'il peut avoir, et d'amélioration progressive des sols sur la base des prairies qui sont mises en place pour l'alimenter.